Alors, sans plus tarder maintenant, je suis très heureuse de vous présenter notre invité pour M. Jean-François Roussel. Et je voudrais juste vous parler un petit peu de son expérience et d'où il en est maintenant. Alors, M. Roussel, après avoir travaillé pendant plus de 20 ans comme consultant en management, Jean-François Roussel a opté pour l'enseignement et la recherche. Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un doctorat en éducation qui porte sur le transfert des apprentissages, M. Roussel travaille depuis 2001 comme professeur et responsable de la maîtrise en gestion de la formation à l'Université de Sherbrooke. Il est chercheur au Centre de recherche en éducation et formation pour l'équipe Apprenance et éducation des adultes, Université Paris-Ouest Nanterre. Donc, je donne la parole à Jean-François. On a 1 heure et il va y avoir ensuite une période de questions à l'intérieur de cette heure-là. Et on a un micro au centre de la salle. Donc, lorsque M. Roussel aura terminé sa présentation, il y a peut-être un exercice qu'on va faire ou pas, dépendamment du temps qu'on aura. Mais à tout le moins, à la fin de la présentation, il y aura une période de questions. Utilisez, s'il vous plaît, le micro qui est au centre de la pièce. Et ensuite, on va avoir une petite pause et on va enchaîner avec une activité. Et M. Roussel a gentiment accepté de rester parce que ça va porter sur le maintien des acquis, le transfert des apprentissages. Donc, il sera là avec nous aussi pour le restant de l'avant-midi. Donc, merci Jean-François, puis je te donne la parole. Oui. Bonjour. J'ai amené ma chaise. Merci à... Juste prendre le micro pour la vidéo. Est-ce que vous m'entendez? Non, c'est pour la vidéo, c'est pour ça, parce qu'on enregistre. Le volume sera pas fort. Il est où le micro? Juste sur la table. Vous avez du son? Ouais, ce sera pas long. Oui, bon. Non, c'est correct. Je vais juste monter le volume. C'est beau comme ça? Ah, mon Dieu, c'est joli. Est-ce que je vous cache la diapo? Là, je suis comme pris en... Il faut qu'il me filme, puis je la cache un peu. Hein? Vous allez vivre avec ça. Être pris pour m'écouter, probablement. Je vais... D'abord, merci beaucoup aux gens de l'Université McGill de m'avoir invité. C'est vraiment gentil, je l'apprécie beaucoup. Je vais faire la conférence en français parce que c'est ma première langue. Mais if ever someone wants to ask me a question in English, no problem, you can do it. I'll try to answer you as best as I can. So if English is your first language, feel free to ask me any question in English, but I feel more comfortable in French to do the job people ask me to do. All right? Mais alors, gênez-vous vraiment pas si vous voulez me poser des questions en anglais. C'est ce que je tentais de dire. On m'a demandé de faire une présentation. D'abord, j'ai vu le dispositif, c'est-à-dire la façon dont le programme est monté. J'ai pris tout le temps de faire ça. Et les gens ici m'ont demandé de faire une présentation sur le transfert des apprentissages. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de tracer un certain nombre de liens avec ce que j'ai vu du programme aussi. On a à peu près 1 heure. On va se garder une période plus de questions à la fin que pendant. Sinon, on va probablement avoir de la difficulté à contrôler notre temps. Mais notez bien vos questions, vos commentaires, toutes les choses que vous avez. Puis je vais essayer de garder un peu de temps aussi pour être capable de faire ça. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'indiquer quand j'ai une demi-heure de fait quelque part, qui est 10h30, juste parce que je n'ai pas d'horloge devant moi. Donc, la présentation que je voudrais faire, elle est en 2 temps. Dans le fond, dans un premier temps, je vais essayer de discuter avec vous du transfert, de ce que c'est, de comment je vois la notion de transfert. Est-ce que le terme transfert est clair pour tout le monde autour de la table, ou si je prends le temps, peut-être en commençant de... Il y a des oui, il y a des rien, il y a des... OK. Transfert, c'est le concept de transfert, avant que je tombe là-dedans à pieds joints, peut-être juste pour les gens qui... parce qu'il y a bien
significations que les gens peuvent donner à ça, c'est dans quelle mesure les gens sont capables d'utiliser ce qu'ils ont appris en formation. Puis si on va vraiment le situer en formation. Donc, c'est ce qu'on appelle transfert des apprentissages, alors que transfert des connaissances, c'est un peu plus large. Je ne veux pas être trop technique pour le moment, mais c'est vraiment dans quelle mesure, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont capables de réutiliser ce qu'ils ont appris. Donc, dans ce contexte-ci, dans quelle mesure et qu'est-ce qu'ils font, qu'ils vont être capables de réutiliser les notions en anglais qu'ils vont avoir appris et développé dans le cours. Donc, c'est un peu dans cette situation, dans ce contexte-là ou dans cette vision-là que je vais donner la présentation. Donc, dites-vous, on va essayer de discuter de comment les apprenants, les gens qui apprennent l'anglais dans ce dispositif-là, qui est en grande partie en ligne, synchrone, comment ils sont capables de réutiliser ou non en milieu de travail. Donc, c'est quand même, à mon sens, un enjeu important parce que c'est pour ça que vous les inscrivez, quoi. Alors, je vais faire deux choses. Je vais essayer de donner une espèce de survol de la situation de transfert. Donc, quelle est la situation actuelle en organisation? Est-ce que la majorité des formations qu'on organise en organisation donnent des résultats? Est-ce qu'ils favorisent le transfert? Et puis, je vais essayer de regarder aussi un peu la façon dont moi je vois le transfert des apprentissages. Ça, c'est un premier temps. C'est plus ou moins ma première demi-heure. Puis la deuxième demi-heure, il y a une recension... si vous voulez, une espèce de recherche intégrative qui a été faite avec laquelle je travaille passablement ces temps-ci, qui détermine 11 facteurs qui favorisent le plus le transfert. Donc, je vais essayer de discuter avec vous de ces 11 facteurs-là. Et ça pourrait être, selon ce que vous avez le goût, puis selon ce que les organisateurs ont prévu aussi, ça pourrait être un des points de discussion, ces 11 facteurs-là, que vous pourriez traiter dans les échanges qui sont prévus après la conférence. Okay? Donc, 2 parties, ce qu'est le transfert, et 2, comment on peut le favoriser. Alors, la première partie a plus trait à la définition comme telle du transfert, vision, situation en milieu organisationnel, etc. Rapidement, qu'est-ce que ça donne? Parce que la question du transfert pose nécessairement la question des investissements en formation, c'est-à-dire combien on met en formation. Notre meilleure source pour ça au Canada, c'est Conference Board. La dernière recherche Conference Board disponible, c'est 2015. On attend avec impatience le prochain rapport. En général, 800 $ par employé sont alloués annuellement à la formation, 1,4 % de la masse salariale. Une baisse d'environ 35 % au cours des 10 dernières années. Il faut faire attention à ça, j'y reviens, mais c'est sûrement pas en hausse, en tout cas. Mais en hausse par rapport à 2011. Mais quand on le regarde, je dirais à long terme, sur une période de 10 ans, il n'y a certainement pas plus de sous qui est mis en formation dans les organisations canadiennes qui en étaient mis au début des années 2000. Ça paraît assez clair. Il faut faire attention parce qu'il y a de plus en plus d'apprentissages informels qui sont mis en place, communautés de pratique, groupes de co-développement, mentorat, coaching, qui sont très difficiles à comptabiliser. Donc, il faut faire attention à ces chiffres-là, mais ils sont là quand même. C'est l'organisme de recherche, mais je pense que de sens commun, on a tous compris que probablement que les budgets qui sont disponibles maintenant vont rester les budgets qui sont disponibles et qu'on a atteint un certain plafonnement par rapport à ça. D'où, à mon sens, l'importance de dire, l'argent qu'on met, est-ce qu'il permet aux gens d'apprendre des choses? Est-ce qu'il permet aux gens d'utiliser ça dans leur milieu de travail? Ou les dispositifs qu'on met en place, ou les conditions qu'on met en place dans nos organisations, est-ce qu'ils favorisent le fait que les gens réutilisent ce qu'ils ont appris vraiment? Généralement, le transfert est vu comme un résultat nécessaire. Parce qu'en organisation, on peut se poser la question, si je décide d'organiser une formation, mais que les gens ne sont pas capables de réutiliser ce qu'ils ont appris, on peut se questionner à savoir, est-ce que ça valait vraiment la peine de l'organiser? Un effet de système, c'est-à-dire que la démarche utilisée fonctionne dans la mesure où chacun des éléments du dispositif fonctionne bien. Et puis, c'est une composante de la formation. Et même un effet, un résultat de la formation, parce que s'il n'y a pas de transfert, on peut se dire, la formation a eu lieu, mais qu'est-ce qu'elle donne? Le chiffre d'activité de formation en organisation qui est le plus courant pour dire, combien de pourcentage des activités de formation donnent des résultats en matière de transfert, c'est 10 %. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce 10 %-là? Oui, d'accord. OK, parfait. C'est un peu une légende urbaine, en fait. Légende urbaine. Pour un bon nombre de raisons. D'abord, cette estimation-là a été faite au début des années 80.
Donc, ça date. 2, ça a été fait dans un article correct, dans une revue professionnelle, mais c'est une personne qui a dit que ça doit être ces 10 %. Il n'y a aucune collecte de données en arrière de ça. Il n'y a pas de recherche, il y a l'avis de cette personne-là, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est bien juste son avis, quoi. Mais ça a été repris par plein de chercheurs au fil des années, parce que le problème de la recherche, une des difficultés de la recherche, quand on a un chiffre puis une source, tout le monde prend un chiffre, puis la source, puis réécrit avec ça, puis bon. Les chercheurs, tout en soulignant le manque de données, affirment qu'une large part des investissements en formation s'avèrent pas efficaces ou peu efficaces. Ça, je pense que j'aime mieux cette façon-là de voir les choses que le 10 % auquel moi, j'accorde pas beaucoup d'importance. Parce que ça date des années 80, c'est quasiment 40 ans, cette histoire-là, parce que c'est basé sur l'opinion d'une personne. Est-ce qu'on a des données qui nous permettent de mieux saisir les choses? C'est toujours difficile de préciser ça parce que ces données-là sont bons pour certains contextes, ne sont pas bons dans d'autres. Donc, attention aux généralisations. Mais cela étant dit, qu'est-ce que ça donne? Alors, à la question, on va prendre les derniers rapports du Conference Board. On va quand même prendre les 3 derniers. Ça nous donne quasiment 8 ans. 258 entreprises, 183, autour de 175 pour 2014-2015. Mais attention, c'est généralement l'avis de la personne aux ressources humaines. Je n'ai rien contre les gens aux ressources humaines, surtout pas ce matin parce qu'il y en a plein dans la salle. Mais dites-vous que c'est l'avis d'une personne dans la boîte, quoi. Mais s'ils se trompent tous de la même façon. Donc, c'est quand même pas si mal. Alors, voici ce que ça donne. 2007. 47 % des participants estiment pouvoir transférer au lendemain d'une formation, 12 % en 6 mois, 9 % en 1 an. Alors, ça diminue, quoi. Ça, c'est intéressant. 2011, 53 % au lendemain d'une formation, 15 % en 6 mois, 11 % en 1 an. 2014-2015, 49 ou 46 % au lendemain d'une formation, 25 % en 6 mois ou 18 % dépendant de l'année, 25 % ou 16 % en 1 an. C'est des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que c'est passablement mieux en 2014-2015, surtout, je dirais, à 6 mois puis 1 an, que ce l'était en 2007. Pourquoi? Je ne sais pas. Vos avis sont aussi bons que le mien. Peut-être qu'on a travaillé et on a plus tenu compte d'un certain nombre de choses, mais c'est chouette quand même. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'à peu près, si on dit, on évalue le transfert 6 mois après la formation, ce qui m'apparaît raisonnable, parce qu'au lendemain du truc, ça donne ce que ça donne. C'est vraiment de la mesure à court terme. Si on évalue 6 mois après, bien, ça donne plus ou moins une activité de formation sur 5. Ce qui est beaucoup mieux que 10 %. Mais peut-être que c'est surprenant pour vous et que vous trouvez que ce n'est pas beaucoup. Mais effectivement, il y a bien des activités de formation en organisation qui donnent pas beaucoup de résultats. Et je vais essayer d'expliquer comment on peut faire pour améliorer ça, puis ça va peut-être vous donner une idée de pourquoi ça ne marche pas, quoi. Okay? Ou que ça ne marche pas tout le temps, ou que ça ne marche pas comme on voudrait. Mais avant de m'en aller là, j'ai bien aimé un article qui a été écrit par ces messieurs-là en 2011, qui disait « Évaluer le transfert au moyen d'un simple pourcentage ne tient pas compte des conditions dans lesquelles il s'effectue. 2. Viser la perfection en matière de transfert, ce n'est pas très réaliste. Écoutez, là, qu'une personne utilise l'ensemble de ce qu'il a vu en formation, ce serait sympathique, là, mais ça ne tient pas la route. Ils n'auront pas les occasions. Dans ce boulot-là, de cette façon-là, là, ils ne pourront pas utiliser tous les concepts. Alors, comme les questions sont souvent posées autour de quel est le pourcentage des contenus ou des activités ou des apprentissages que vous avez transférés, 100 % n'apparaît pas un objectif réaliste. Alors, ça nous permet peut-être de mettre en lumière le 25 %. Puis que ce serait probablement beaucoup mieux de préciser des objectifs avec des comportements qu'il faut adopter en milieu de travail plus spécifiques que poser des questions plus générales sur quel est le pourcentage de contenu que vous avez appliqué. Donc, il faut prendre ce chiffre-là avec plein de recul. Puis ça tient compte de la variété des fonctions et des tâches, de la motivation des personnes, puis aussi des occasions de mise en œuvre. Parce que l'exemple que je donne tout le temps, c'est vous faites suivre aux gens une formation en gestion de conflits, disons. Dans le fond, on ne souhaite pas vraiment qu'il utilise ce qu'il a appris, quoi.
Okay? Puis, il est toujours bien pas pour générer un conflit ou je vous sauve des mots plus familiers, pour être capable d'appliquer ce qu'il a appris. Donc, cette notion-là d'occasion de mise en œuvre, elle est vraiment importante. Puis je vais y revenir dans les 11 facteurs parce que c'est un des 11 facteurs. Okay? Toujours bien pas pour se chicaner autour de soi, pour gérer des conflits puis utiliser ce qu'on a appris. C'est un peu humoristique peut-être, mais en ce moment, c'est un problème qui arrive à un bon nombre de cas. En ce moment, je travaille sur évaluer le transfert pour des activités qui sont données par un centre en prévention de la radicalisation au Québec. Pour utiliser ce que tu apprends dans l'activité de formation, toujours bien que tu as un cas de radicalisation dans ton milieu de travail ou un cas qui peut ressembler à ça, quoi. On ne souhaite pas ça vraiment. Et on n'est pas pour commencer à dire que seulement 5 % des gens ont eu à traiter un cas puis que la formation n'est pas un succès. Donc, toujours attention à ces chiffres-là. Ça dépend du contexte. Puis la notion d'occasion de mise en œuvre est vraiment importante. Je vais y revenir dans les 11 facteurs. Ça va jusqu'à maintenant? On se suit bien? OK, excellent. Il y a deux façons de voir le transfert. Je vais essayer, pas pour m'amuser à faire des concepts théoriques, mais peut-être plus pédagogiquement, quoi. OK? Puis je vais essayer de vous amener un peu à ces deux conceptions-là pour voir comment pédagogiquement ça peut être différent ou comment même en milieu de travail vous pouvez tenter de voir les choses. Il y a un premier groupe de personnes qui situent le transfert comme étant la reproduction de ce qu'ils ont appris en formation. Reproduction dans le sens copier-coller, quoi. C'est-à-dire, j'apprends un machin, je l'utilise tel quel, quoi. Okay? Puis là, ces gens-là parlent de généralisation et de maintien des apprentissages. Puis il y en a d'autres auxquels j'appartiens qui parlent plus d'adapter ce qu'on a appris. C'est-à-dire de ne pas nécessairement répliquer exactement ce qu'on a vu, quoi. Évidemment, la pédagogie n'est pas la même. L'esprit dans lequel donne la formation n'est pas la même. Les ententes organisationnelles ne sont pas les mêmes non plus. Mais généralement, la plupart des auteurs s'entendent depuis, je dirais, à peu près 5 ans pour dire qu'il n'y a pas un seul type de transfert. Il y en a au moins deux. Puis les Américains qui ont vraiment bien traduit ça en anglais, transfer is not just one thing. Dans le sens où il n'y a pas seulement un type de transfert, là. La question qu'il faut se poser quand on regarde un cours, c'est quel est le type de transfert qui doit être mis en place. Je n'aurai probablement pas le temps de regarder ça avec vous aujourd'hui, mais au moins disons-nous qu'il y a deux types de transferts, puis je vais essayer d'aller un peu plus loin avec ça. Mais ces deux types-là de transfert, ou ces préoccupations-là, deux types-là de transfert, c'est pas d'hier. Les premiers auteurs qui en ont fait mention, il y a bien longtemps, presque 30 ans maintenant, c'est vrai, Baldwin et Ford, la première grande recherche de recension d'écrits sur le transfert qui disait qu'une vision du transfert fondée seulement sur la généralisation et le maintien s'avère pertinente quand c'est des tâches simples, nécessitant la mémorisation d'habiletés motrices de base évaluables à court terme. Donc, des trucs assez moteurs, assez simples, assez répétitifs, assez invariables, quoi. Que l'utilisation de telles tâches est problématique en milieu organisationnel où la formation répond aussi à des besoins de développement et de compétences plus complexes et à plus long terme. Plusieurs chercheurs mettent donc l'accent sur le caractère adaptatif du transfert en raison de son caractère crucial en entreprise. La question à se poser, c'est dans ce cours-ci ou dans le cours d'anglais, est-ce que la personne doit reproduire ce qu'elle voit ou ce qu'il voit exactement, ou elle doit plus s'adapter à des situations? Puis pédagogiquement, comment on peut en tenir compte, quoi? C'est ce que je vais essayer de regarder, pas pour ce programme-là, mais de façon plus générale. On pourrait dire assez facilement, puis il y a plein de gens qui le disent, que le transfert ne se limite pas à une généralisation qui consiste à étendre un ensemble qui s'appliquait à un nombre limité de cas correspondants, mais c'est un processus de particularisation qui permet de distinguer ce qui s'applique ou non à un contexte précis. Donc, comment on peut aider les apprenants dans un cours à dire, bien, ce que tu as appris, comment tu peux l'utiliser dans quel contexte? Puis là, je ne me hasarderai pas sur le terrain de l'anglais parce que c'est pas mon terrain, mais comment, par exemple, la façon dont le vocabulaire, la façon de dire les choses, la façon de transmettre les informations, est-ce que c'est toujours de la même façon? Est-ce que tu peux le faire différemment? Puis comment, dans un contexte, tu peux utiliser ou non ce que tu as appris? Si on croit au transfert adaptatif, c'est comme ça qu'on va encadrer, quoi. Mais si on croit au transfert qui est plus généralisable, bien, on va plus donner des phrases clés, donner des mots-clés, puis insister sur le fait de toujours les répéter de la même façon. Mais pédagogiquement, il y a un esprit qui est vraiment différent. Personnellement, je pense, mais là, c'est plus que moi je pense, mais par bonheur, il n'y a pas seulement moi qui le pense par rapport au transfert, donc on se sent toujours moins seul. Le transfert est trop souvent perçu comme une forme de reproduction qui fait en sorte que les contenus de formation correspondent souvent à des séquences linéaires que l'apprenant doit suivre. Évidemment,
Puis pas seulement pour les cours d'anglais, là, mais si dans vos organisations, on demande aux gens de reproduire des séquences toujours semblables, relativement invariables, donc non changeables, donc fixes, il ne faudrait pas se surprendre que cette vision-là plus statique pose des problèmes quand il y a de la gestion de changement, quoi. C'est-à-dire que ces séquences-là changent, que les procédures vont varier selon les contextes, qu'on demande aux gens d'ajuster selon les types de cas, les types de patients. Alors, si on amène les gens à reproduire des trucs relativement invariables, ça va donner des gens qui vont reproduire aussi des comportements, des façons de faire qui vont être difficiles de changer. À ce que je connaisse du milieu de la santé, parce que j'y ai travaillé quand même pas mal, la donne n'est pas simple parce que dans certains cas, il y a vraiment des procédures, des processus qui sont très clairs. Surtout en nursing, on appelle ça des protocoles et il ne faut pas y déroger. Mais dans d'autres cas, il y a plus de flexibilité. Puis c'est peut-être là qu'il faut commencer à réfléchir quand est-ce que le transfert est plus généralisable, quand est-ce que ces protocoles-là doivent être suivis vraiment de façon rigoureuse et tout, et quand est-ce qu'il y a de la place à l'adaptation. La donne n'est pas simple, à mon avis, parce que vous êtes quand même dans des milieux réglementés. Mais ça vaut sûrement la peine de se poser la question puis de se dire, dans cette formation-là, quelle est la marge de manœuvre de l'apprenant en matière de transfert, puis comment je vais ajuster ma pédagogie en conséquence. Moi, je crois que la vision statique de transfert ne suffit plus dans les contextes actuels, puis que vraiment, il existe deux types de transferts, comme moi, je vais appeler rapprocher et éloigner. Puis je vais essayer de vous les détailler un peu plus. Qu'est-ce que je veux dire par rapprocher et éloigner? Bien, rapprocher, ça veut dire simplement que c'est des séquences fixes. Ça vaut, à mon avis, plus dans des situations où j'apprends des trucs qui peuvent varier. Par exemple, certains logiciels, de la manipulation d'équipements de base que je fais rigoureusement toujours de la même façon. Par exemple, dans des centres d'appel, vraiment des protocoles qui sont simples, qui ne bougent pas. Donc, vraiment des choses où je suis toujours les mêmes étapes de la même façon. Donc, je reproduis ce que j'ai appris en formation pour appeler ça transfert rapproché. Puis là, pédagogiquement, généralement, ce qu'on essaye de faire, c'est on fait beaucoup pratiquer les gens jusqu'à ce que ça devienne, j'aime pas le mot, là, mais quasiment automatique de le faire. On utilise plus le mot « sous le seuil de la conscience ». En d'autres termes, tu y penses vraiment plus et tu le fais, quoi. Mais pour ça, ça prend beaucoup de pratique, il faut le faire beaucoup. Et puis, il faut donner du feedback très rapide. Parce qu'on ne peut pas tolérer l'erreur. Donc, on ne peut pas laisser les gens trop libres, trop faire des trucs à leur façon. Il faut vraiment donner du feedback rapidement. Vraiment une pratique très soutenue. Et puis, faire en sorte que les gens arrivent comme quasiment à automatiser leur façon de faire les choses. Mais faites bien attention parce que c'est un peu comme l'exemple qu'on donne souvent, c'est quand vous conduisez une auto, si vous conduisez encore une auto manuelle, que vous êtes quelqu'un comme moi qui continue à conduire une auto manuelle, c'est quasiment automatique de changer les vitesses. En tout cas, si vous y pensez, vous me le direz. Mais faites attention, regardez devant vous avant de penser à changer de vitesse. Okay? Donc, c'est presque automatique. Donc, ce niveau-là prend beaucoup de pratique et un feedback soutenu. Mais si vous êtes pas en situation de transfert rapproché, mais en situation de transfert éloigné, bien là, vous devez plus viser l'adaptation ou le fait de contextualiser vos apprentissages. Tout ce qui est, à mon avis, résolution de problèmes ou compétences relationnelles touche ça, quoi. Moi, je ne pense pas qu'il y a une bonne façon de communiquer un message à quelqu'un, quoi. Il y a une façon qui va mieux à certaines personnes avec d'autres personnes. Moi, standardiser les messages en communication interpersonnelle me pose toujours des problèmes. Alors là, les pratiques pédagogiques sont vraiment différentes. C'est-à-dire qu'on essaye plus de mettre la personne dans une position de réflexivité, comme moi j'appelle métacognition. C'est-à-dire, et ce qu'on essaye d'enseigner généralement, c'est des principes ou des processus plutôt que des séquences linéaires. Donc, plus aider la personne à raisonner comment elle va adapter ses apprentissages plutôt que lui donner des séquences fixes. Plus l'aider à résoudre des problèmes dans les activités de formation plutôt que lui donner la recette toute faite, quoi. Donc, la pédagogie est vraiment différente. Puis, à mon sens, une des questions qu'on a à se poser, c'est, bien, dans mon cours, est-ce qu'il y a des parties qui sont vraiment plus de transferts rapprochés, mais est-ce qu'il y a des sections aussi qui sont plus de transferts éloignés? Je ne sais pas, moi, la prononciation peut être vraiment rapprochée, mais l'utilisation des mots et tout ça peut être éloigné. Généralement, dans une séquence, les deux types existent.
Il y a aussi des mécanismes automatiques qu'il faut développer. En langue, je ne saurais pas vous dire, mais dans plein d'autres disciplines, il y a des mécanismes automatiques qui sont importants de développer. En musique, par exemple, c'est crucial. Tu n'as pas le temps de penser avant de faire tes gammes. Il faut qu'elle parte toute seule, la gamme. Ça te prend ça si tu veux être capable de jouer puis d'interpréter dans un deuxième temps. Donc, généralement, à mon sens, les deux types de transferts sont présents. Il faut seulement savoir quand un est utilisable, quand l'autre est utilisable, puis ajuster la pédagogie en conséquence. Rapidement, parce que probablement que l'idée est assez claire pour vous à ce moment-ci, il y aurait donc deux types d'habilités qui mènent au transfert, qui ressemblent un peu aux deux types de transferts, mais je vous les donne parce que quand on est chercheur, on aime ça faire un peu le tour des choses. Donc, des activités fermées, qu'on appelle en anglais des closed skills, qui correspondent à des séquences fixes, et des habiletés ouvertes, qu'on appelle des open skills, qui correspondent plus, à mon avis, à des, là où il y a de la marge de manœuvre, donc où c'est plus du transfert éloigné. Et puis, dès 1999, il y avait des auteurs qui voyaient ces deux types d'habiletés-là. Donc, c'est pas d'hier, ça a presque 20 ans. Alors, des habiletés liées à des séquences physiques qui disaient c'est des changements de pièces pour un mécanicien, l'installation des ceintures de sécurité, ils sont sûrement allés dans une manufacture, dans une usine pour faire ça. Et des habiletés ouvertes, par exemple, des compétences managériales, ou encore... vous l'avez peut-être déjà vécu, le représentant d'une compagnie aérienne qui doit rediriger ou rebooker, dans les termes utilisés, des passagers quand il y a un avion qui ne décolle pas. Il n'y a vraiment pas de solution toute faite dans ce temps-là, puis ça repose vraiment sur la capacité de résolution de problèmes. Moi, je crois, et d'autres auteurs aussi, dans une recension d'écrit vraiment récente, 2016, je suis très content de lire ça, face à l'importance à accorder à la capacité d'adaptation au milieu de travail. Un plus grand nombre de fonctions font maintenant appel à des habiletés ouvertes, à des habiletés fermées. Et moi, ça fait quelques années que je crois ça, quoi, et je pense qu'on y est vraiment rendu maintenant à la vitesse à laquelle les organisations évoluent. Donc, c'est un peu la vision du transfert que je voulais vous donner. Je ne sais pas si j'ai une idée de l'heure, voir combien de temps il me reste. Ce serait gentil. OK. Donc, on va poursuivre. Pour moi, le transfert, ce n'est pas la reproduction, mais c'est l'utilisation réalisée par les individus des connaissances, savoirs et habiletés apprises en formation, dans des situations qui sont toujours un peu différentes, un peu nouvelles, parce que c'est jamais tout à fait la même chose, pour améliorer leur performance en lien avec les exigences de l'entreprise. Donc, c'est un peu comme ça que je vois ça. Puis je dis qu'il y a un peu les deux types de transferts. Je crois aussi que les travailleurs doivent être en mesure de planifier, mais aussi d'ajuster ce qu'ils ont appris. Puis de retour en milieu de travail, ils choisissent, ils modifient, ils enrichissent en ajoutant certaines étapes, les procédures qu'ils ont apprises. Et puis, ça a été assez bien documenté dans une recherche, d'ailleurs, qui a été faite dans le milieu de la santé auprès des médecins internes dans leur premier stage, où on était vraiment capable de voir dans quelle mesure les gens faisaient ça. Juste un petit mot avant de m'en aller aux 11 facteurs. J'ai parlé de transfert des apprentissages, donc le transfert qui est effectué suite à des activités de formation, mais un peu partout, on parle de transfert de connaissances. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais généralement, ce n'est pas suite à une activité de formation, c'est souvent avec du jumelage, avec du parrainage, des trucs un peu plus informels, mais le même mouvement qu'on voit en apprentissage, c'est-à-dire en learning transfer, on le voit aussi en transfert des connaissances, knowledge transfer. Le transfert des connaissances, c'est plus perçu de façon mécanique où le receveur, c'est-à-dire celui qui reçoit, incorpore comme tel le savoir transmis. Donc, c'est exactement la même chose. C'est défini comme étant la capacité de reproduire en tout ou en partie des pratiques. Donc, il y a une question de sélection là-dedans. Pas seulement de la reproduction de ce qui a été transmis, mais aussi l'adaptation à des nouveaux contextes. Donc, ce qui vaut en transfert des apprentissages, à mon avis, quand on fait un tour de la littérature, puis aussi... bien simplement du terrain, on est capable de voir que cette perspective adaptative-là est là aussi. Voilà en gros pour la vision du transfert. Deuxième partie, vous voyez que selon le type de transfert, pédagogiquement déjà, il va y avoir des façons différentes de voir les choses. Mais je vais essayer de vous donner 11 facteurs que vous pouvez mettre en place soit dans la pédagogie de la formation ou encore dans l'environnement de travail, 11 facteurs qui facilitent le transfert. Où je suis allé chercher ces 11 facteurs-là, puis j'ai laissé le texte aux organisateurs, si jamais vous voulez, le texte au complet. Et puis, j'ai aussi une petite synthèse sur 4 pages. Je ne sais pas si on a les... Puis, on pourrait tout de suite passer, Nadine, oh, oui. Qui ne prennent pas des notes inutilement. Je vous ai ramassé ces facteurs-là sur un petit tiret à part.
vous avez la définition un peu, mais vous avez aussi des pistes de travail possibles que je ne regarderai pas, moi, parce que je n'ai pas le temps de les regarder dans la présentation, mais que vous pouvez regarder pendant que je discute de ça avec vous, puis je ne prendrai pas ça personnel. Vous pouvez très bien lire le papier, il n'y a pas de problème. Okay? Ces facteurs-là, dans le fond, ont été fondés sur 4 recensions d'écrits qu'on appelle des recensions intégratives dans le langage du milieu, qui ont été publiées depuis un peu plus de 30 ans. Puis, on est capable de dire que le transfert des apprentissages est lié à 3 groupes de facteurs. Ça, on est assis comme ça du roc là-dessus. Il n'y a vraiment pas de souci. Les caractéristiques des apprenants. Donc, 2 apprenants différents dans le même processus auront fort probablement pas le même niveau de transfert. 2, l'approche pédagogique. 3, l'environnement de travail. Et ça, on est à côté là-dessus très solidement. Et en 2011, Grossman et Salas, qui sont 2 auteurs, à partir des résultats des 2 recensions les plus récentes, celle de 2007, celle de 2010, ont déterminé ceux qui avaient le plus d'impact. Donc, les 11 facteurs à partir de ces recensions d'écrits-là qui avaient le plus d'impact. S'il y a des gens qui ont une formation quantitative ici, entendez par le plus d'impact les facteurs ou les coefficients de corrélation les plus importants dans les différentes recherches. Okay? Donc, on peut dire vraiment que c'est les 11 facteurs qui favorisent le plus le transfert. En d'autres termes, ce que j'essaie de vous donner, avec la limite que ça a, là, parce que ça ne veut pas dire que chez vous, c'est ça qui va marcher, mais ça veut dire que de façon générale, on peut dire que vraiment, c'est les facteurs qui favorisent le plus le transfert. Je vous donne les 11 qui auraient le plus d'impact. Je vais les lier d'ailleurs aux 3 grands groupes de facteurs, c'est-à-dire ce qui concerne les apprenants, ce qui concerne la pédagogie et ce qui concerne l'environnement de travail. Okay? Je vais y aller vraiment de cette façon-là parce que, à mon avis, c'est la bonne façon d'aborder le problème. Le premier facteur qui appartient à l'apprenant, qu'on peut aider à développer, j'ai mis des petites pistes sur les 4 pages que je vous ai passées, là. Vous pourrez les regarder en équipe, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, que certains peut-être connaissent. En anglais, c'est Personal Self-Efficacy. C'est un psychologue canadien qui a trouvé ça, de l'Ouest canadien, qui s'appelle Bandura, Albert Bandura, qui enseigne maintenant aux États-Unis. Et quel est ce sentiment d'efficacité personnelle? Mais ça veut dire que plus la personne croit qu'elle est capable d'y arriver, plus la personne croit qu'elle est capable de réussir les tâches avec succès, mais plus son sentiment d'efficacité personnelle est fort. En d'autres termes, si un apprenant chez vous commence à suivre le cours d'anglais en disant « Ben oui, moi je vais y arriver, je suis capable de l'apprendre, je me fais confiance par rapport à ça », mais plus elle a des chances effectivement d'y arriver, quoi. Plus elle a des chances d'apprendre, et plus elle a des chances d'utiliser ce qu'elle apprend. Et ce qu'on dit, c'est les apprenants qui ont un plus fort sentiment d'efficacité personnelle sont plus tenaces quand ils rencontrent certaines difficultés à réaliser avec succès et des tâches complexes. Je vous ai mis sur les 4 pages les 4 grands moyens pour développer le sentiment d'efficacité personnelle. Vous pourrez regarder ça. Mais ça se travaille avec des gens. Il y a des moyens pour le développer. C'est bien documenté. Et Albert Bandura nous a vraiment beaucoup aidé par rapport à ça. 2, la motivation. Intrinsèque, évidemment, surtout, pas seulement, mais surtout, mais pas seulement en apprentissage, honnêtement, les résultats des recherches sont gris par rapport à ça. Oui? Jean-François, je pense qu'il y avait une question. Je m'excuse de vous interrompre avant la période des questions, mais est-ce qu'il y a une différence entre justement le sentiment d'efficacité personnelle et l'effet Pygmalion quand on encourage les gens pour qu'ils deviennent... L'effet Pygmalion, c'est souvent... mais c'est plus large, le sentiment d'efficacité personnelle. Oui, c'est plus large. C'est-à-dire que l'effet Pygmalion, c'est plus dans une situation précise. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est plus transversal. C'est plus transversal, mais en même temps, c'est lié au fait que je peux avoir un bon sentiment d'efficacité personnelle pour apprendre l'anglais, par exemple, et beaucoup moins bon pour apprendre les statistiques. Okay, mais c'est plus continu. L'effet Pygmalion, c'est plus ponctuel, à mon avis, le sentiment d'efficacité personnelle. Oui. Puis, honnêtement, plus documenté aussi. Ça va? 2, motivation plus intrinsèque, c'est-à-dire interne à l'individu, mais aussi extrinsèque, c'est-à-dire que, surtout en milieu organisationnel, on peut dire qu'il y a des facteurs extrinsèques qui facilitent aussi les choses. Qu'est-ce qu'on entend par motivation? C'est-à-dire que ça se traduit par des plus hauts niveaux d'intensité, de focus, focalisation, puis de persistance pour atteindre un but. Elle nécessite l'amélioration de la performance qui résulte des apprentissages a un impact positif pour l'apprenant. C'est-à-dire que si vous voulez qu'une personne soit motivée, il faut qu'elle y ait son compte, quoi. On n'est pas motivé pour le plaisir, on y est motivé parce qu'on y a son compte. Donc, ça, c'est la première chose. Est-ce que les gens vont y gagner un bénéfice quelconque?
C'est pas nécessairement un bénéfice financier, quoi. Ça peut être capable de faire face à des nouvelles situations, développer son employabilité, je sais pas, avoir un boulot qu'elle veut ou qu'il veut, et capable de l'avoir en développant ça. Il y a toutes sortes de façons de voir ce bénéfice personnel-là. J'ai mis quelques moyens pour développer la motivation. Évidemment, c'est probablement le facteur le plus dur à développer par l'externe parce que intrinsèquement, il y a des gens qui aiment des sujets, puis il y a des gens qui aiment moins des sujets. Des sujets ou des thématiques d'intérêt en formation, si vous voulez. Mais ça, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Mais il reste que la façon la plus simple de le faire, c'est de laisser les gens choisir s'ils veulent y aller ou non, quoi. Je sais que ça ne fait pas toujours l'affaire. C'est pas toujours ce que les organisations veulent. Mais si quelqu'un y va, on peut faire le postulat que les gens qui vont se rendre à une formation vont avoir les meilleurs résultats que les gens qu'on force à y aller. Pas très difficile de dire ça. On est très bien appuyé pour le dire. La contrainte en formation n'a pas toujours les impacts recherchés. Okay? Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais obligatoire ne veut pas dire plus efficace. Okay? Mais je sais que ce n'est pas simple. Mais c'est ça quand même, quoi. Troisième caractéristique personnelle qui favorise le transfert, c'est la valeur perçue. En anglais, c'est perceived utility. Ça aussi, c'est bien documenté en milieu organisationnel. C'est pas loin de motivation, mais c'est quand même un peu différent. 4 facteurs qui jouent ici, c'est-à-dire que les apprenants disent que c'est les bonnes compétences, qu'ils ont besoin de s'améliorer à ces compétences-là, par rapport à ces compétences-là, que cette activité de formation-là va leur permettre de s'améliorer et que ce qu'ils apprennent est applicable. C'est-à-dire que plus vous offrez une formation, puis les gens disent « oui, c'est les bonnes compétences ». Oui, j'ai besoin de m'améliorer. Que ce soit vrai ou non, d'ailleurs. Nous, on peut penser qu'ils ont besoin de s'améliorer, mais eux ne le pensent pas. Ça ne change pas la donne, quoi. Il faut trouver une façon de les accompagner pour qu'ils le trouvent, quoi. Okay? C'est pas simple. Oui, cette formation-là va me permettre de m'améliorer parce que je pourrais dire, oui, j'ai besoin de m'améliorer, je ne sais pas moi, en travail d'équipe, mais tout le monde nous dit que ce cours-là, c'est tellement mal foutu que je n'apprendrai rien. Donc, plus la formation que je donne va permettre de s'améliorer, plus ce que j'apprends est utilisable. Et finalement, les habiletés cognitives, ça a de l'impact, mais on ne parle pas ici du quotient intellectuel. C'est 2 concepts qui sont différents. Qu'est-ce qu'on entend par habileté cognitive? On entend la capacité de retenir des concepts complexes, de les adapter à leur environnement, mais aussi d'apprendre de leur expérience. Okay? Puis je vous ai mis quelques petits moyens pour être capable de développer ces habiletés cognitives-là. Donc, il ne faut pas les prendre, je ne souhaite pas ici qu'on les prenne comme quelque chose d'inné. Parce qu'il y a des facteurs qui sont liés à des choses qui sont innées, c'est-à-dire que la personne a et qui ne se développe pas. Généralement, nous, en développant des compétences, on n'aime pas beaucoup parce qu'on n'aime pas les choses qui ne se développent pas, parce qu'on essaye, c'est de développer des nouvelles compétences. Donc, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus développable que le quotient intellectuel, quoi. Okay? Donc, pour les habiletés ou les caractéristiques des apprenants, sentiment d'efficacité personnelle, motivation, valeur perçue, habileté cognitive. Pédagogiquement, on a 3 facteurs. C'est tout ce qu'on appelle le modelage, modeling en anglais. C'est amplement documenté. C'est vraiment quelque chose qui est puissant. Dans plusieurs recherches, des recherches que moi j'ai faites aussi. Qu'est-ce que le modelage? C'est permettre l'observation d'une personne compétente qui réalise et verbalise les compétences à développer. C'est avoir quelqu'un qui fait le boulot, qui maîtrise la compétence, et puis qui le fait bien, quoi. Donc, généralement, le modelage permet de donner un exemple positif, mais ça peut être aussi des contre-exemples. Mais pas trop de contre-exemples, quoi. Il ne s'agit pas de voir mal se faire voir quelqu'un qui fait mal les choses pour apprendre à bien les faire, quoi. Donc, plus de modèles positifs que de modèles négatifs. Ça, c'est important. Donc, l'observation de quelqu'un qui fait bien la tâche, qui développe bien la compétence, c'est vraiment crucial. Vous pourriez très bien, en plus du cours, dans vos milieux de travail, que les gens aient observé les anglophones qui travaillent, quoi. Why not? Donc, ce modelage-là est vraiment puissant. Et en ce sens-là, dans le dispositif aussi que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui se donnent un exemple, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, modelage, c'est vraiment chouette par rapport au transfert et à l'apprentissage de façon générale. Ça vaut pas mal plus cher qu'un exposé théorique. 2, c'est ce qu'on appelle favoriser le management des erreurs. Amener les apprenants à anticiper
des erreurs qui pourraient arriver, des difficultés qui pourraient arriver, donc de façon anticipatrice, c'est-à-dire avant que ça arrive, quoi, et comment il pourrait y faire face avec succès en donnant des pistes de correction possibles. Donc, ça peut être par rapport à une procédure qu'il faut appliquer, par rapport à un nouveau protocole, par rapport à une nouvelle façon de faire, par rapport à une nouvelle pratique. Qu'est-ce qui risque d'être difficile? Demandez ça aux gens, faire en sorte que les gens échangent par rapport à ça et dire, mais si ces difficultés-là arrivent et que ça cause des erreurs, comment on peut faire pour les diminuer? Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle le management des erreurs. Ça peut se faire dans des dispositifs de formation. Ça peut se faire, par exemple, dans les classes virtuelles synchrones que vous avez vues. Ça peut se faire aussi dans des dispositifs en présence. Il n'y a pas de problème. Mais vraiment, c'est anticiper les erreurs et les façons possibles d'y faire face. Et dernier, si ma mémoire est bonne, facteur pédagogique qui favorise le transfert, c'est toute la notion d'environnement réaliste, realistic environment, qui reflète le plus fidèlement possible l'environnement de travail. Ce que ça veut dire, c'est, bon, bien sûr, il y a des simulations à haut niveau de réalité que vous avez dans certains endroits dans le réseau, mais c'est pas obligé d'être ça, quoi. C'est que les études de cas, c'est que les exercices, c'est que les modèles, c'est que les activités d'apprentissage soient le plus proche possible de ce que la personne vit. Donc, c'est un plaidoyer pour la formation sur mesure, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on développe, la personne puisse se reconnaître puis dire, mais oui, c'est vraiment mon environnement de travail, puis ce que je vois dans cette mise en situation-là ou dans cette simulation-là, ça ressemble vraiment à ce que je vis, quoi. OK, donc, ça, c'est aussi un facteur qui est fort pédagogiquement. Et puis, bien sûr, le mieux, ça reste que si vous pouvez intercaler dans vos dispositifs de formation de l'apprentissage en milieu de travail à partir de situations réelles, dans les mots chics, on appelle ça des situations authentiques. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire de la formation en alternance, un peu de formation, je pratique, je reviens en formation, je pratique, je reviens en formation, c'est ce qu'on veut dire par alternance, comme c'est le cas du dispositif qui est ici, puis que vous pouvez revenir sur les formations, sur la pratique qui a été faite en milieu de travail dans le cadre de l'activité de formation et échanger par rapport à ça, c'est gagnant. Donc, pédagogiquement, 3 choses. Modelage, management des erreurs, et puis environnement réaliste. Et si vous êtes capable, situation authentique en alternance. J'ai fait juste un petit croche, parce que ce qui vaut là vaut pour l'ensemble des activités de formation, mais comme c'était une formation ici plus en ligne, qu'on appelle hybride, synchrone, asynchrone, j'ai fait juste un petit croche sur un texte pour souligner 2-3 petites choses. Dans une recherche qui a été faite dans un programme en développement du leadership, je n'ai rien trouvé pour le développement des langues. Un certain nombre de petites choses rapidement, peut-être. Ce qui semble mieux fonctionner dans cette recherche-là, dont je vous ai laissé le texte, c'est clarifier les liens ou la complémentarité entre les activités prévues en asynchrone et en synchrone, c'est-à-dire pas laisser l'apprenant juste faire l'activité qui est là, mais dire ce que tu vas apprendre là, c'est ça, puis après ça, on va le retraiter de telle façon. Voici ce qu'on va faire en asynchrone, voici ce qu'on... Donc, bien annoncer à l'apprenant ce qui s'en vient. Permettre évidemment la consultation des capsules de formation asynchrone, donc en ligne à plusieurs reprises. Je vais la revoir, elle est disponible, etc. Offrir des activités de coaching de formateurs selon les besoins. Ils ont des questions. Tu peux envoyer un courriel, tu peux appeler, tu n'es pas tout seul. Et puis, utiliser des scénarios réalistes et du modelage. Mais vous voyez, ça a fonctionné là parce que ça fonctionne souvent, quoi. Mais ça fonctionne là aussi. OK? Donc, je vous ai laissé la recherche si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin par rapport à ça. Je voulais peut-être terminer parce que vous êtes tous des gens qui œuvrent dans des organisations avec les bons et les mauvais côtés que ça a. Parce que j'y œuvre depuis assez longtemps aussi. Alors, quels sont les facteurs qu'on peut mettre en œuvre, non pas au niveau de développer les caractéristiques des apprenants, non pas au niveau de monter des bons dispositifs pédagogiques, mais bien au niveau de fournir à l'apprenant un environnement de travail qui favorise le transfert. 4 facteurs. D'abord, implanter un climat positif de transfert, sans aller dans tous les détails. Dans cette recension d'écrit-là, que Grossman et Salas ont fait à partir de 2 recherches, 2 recensions intégratives, c'est considéré comme un facteur en milieu organisationnel à haut impact. Donc, dans les 11, il se démarque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est important quand quelqu'un décide d'aller en formation, que l'organisation a aussi des buts et des attentes claires par rapport à ça, qu'on lui communique.
que ce soit son supérieur immédiat ou quelqu'un d'autre, pour qu'on évite la traditionnelle phrase qu'on a trop souvent entendue quand on demande aux gens leurs attentes, puis qu'ils disent « je sais pas, moi, ils m'ont dit de venir ». Donc, essayez de changer ce paradigme-là qui est pas porteur en matière d'apprentissage et de transfert. Valoriser ce que les gens apprennent et non pas leur dire « c'est bien beau ce que tu as appris, mais ici, c'est pas comme ça que ça se passe ». Et puis, mettre, si possible, les ressources nécessaires à la disposition des gens. Okay? Donc, c'est rapidement les grands traits sur climat positif de transfert. 2 personnes ont plus d'impact direct. Le gestionnaire immédiat, je sais bien que ça y en fait ça de plus, puis qu'il y en a beaucoup. Mais bon. Et puis les pairs. Alors ça, c'est peut-être la soupape ici. Les 2 ont autant d'impact. Donc, si votre supérieur immédiat, votre gestionnaire immédiat est débordé, ce qui est probablement le cas, il y a les pairs qui peuvent jouer un rôle aussi. Pour être clair, les coefficients de corrélation sont relativement similaires. Okay? Bien que le soutien du gestionnaire semble avoir un impact plus durable dans le temps, le soutien des pairs a également un très bon impact sur le transfert. On a quelques recherches sur l'impact plus durable dans le temps, 2, 3, pas tant, quoi. Les pairs peuvent donc également être mis à contribution pour faciliter le transfert. Mais si vous me permettez de regarder le rôle du supérieur immédiat, peut-être de façon un peu plus précise, qu'est-ce qu'il peut faire, dans la mesure où il peut le faire? Clarifier ses attentes, discuter de la pertinence de la formation de la personne en lien avec ce qu'elle veut faire. Peut-être pas seulement dans son boulot, mais si possible, dans son parcours, mais je sais que c'est pas simple. Ça, c'est avant. Puis après, qu'est-ce que le supérieur peut faire ça? Bien, identifier des occasions d'apprentissage, dire, bien, ce que tu vas apprendre, tu pourrais peut-être l'utiliser là, ou je vais te donner tel mandat, ou je vais te donner tel projet où tu vas pouvoir l'utiliser. Ça, c'est sûr, vous allez voir tout ce qui est occasion d'apprentissage, en anglais, opportunity to perform, c'est vraiment crucial. Fixer des objectifs proximaux, ça veut dire quoi proximaux? Ça veut dire pas loin dans le temps, mais petit écart, petite amélioration, proche dans le temps. Contraire de disto, grande amélioration, loin dans le temps. Ça ne marche pas. Vraiment proximaux. Petite amélioration, proche dans le temps. Si quelqu'un apprend quelque chose de neuf, généralement, il va le faire moins vite, à moins que ce soit un dieu. Donc, lui donner un break pour un petit moment. Je sais que c'est pas simple. Je travaille avec des boîtes là-dessus depuis des années. Mais il reste que réduire la charge de travail pour favoriser l'apprentissage et le transfert, ça marche. Rétroaction positive et respectueuse. Penser au sentiment d'efficacité personnelle. Mettre en place des mécanismes de soutien par le pairs pour qu'ils puissent se donner de la rétroaction, d'anticiper les obstacles. Le dire quand ça marche bien, et puis favoriser l'autonomie. 10 actions supérieures, immédiates, si vous voulez les utiliser, si vous voulez les faire parvenir aux gens, ça me fait plaisir. Tout ça est documenté et peut vraiment favoriser le transfert. Ça peut faire l'objet d'une sensibilisation aussi auprès des gestionnaires, mais je comprends bien que la donne n'est pas simple. Si le gestionnaire immédiat ou le supérieur immédiat ou la supérieure immédiat ne peut pas le faire, bien, c'est possible de mobiliser les pairs pour certaines de ces actions-là aussi. Favoriser des occasions de mise en œuvre. Faire en sorte que les occasions pertinentes et le temps nécessaire soient présents en milieu de travail. C'est vraiment un des 11 facteurs. Donc, si la personne suit une formation, mais qu'elle ne peut pas la mettre en œuvre rapidement, quelques semaines, quoi. Retardé, quoi. Ou alors elle ira suivre 2 fois, mais ça va coûter plus cher. Alors, si tu ne peux pas mettre en œuvre, c'est simple, la personne oublie, quoi. Si elle oublie, bien, quand va arriver le temps, elle ne saura plus. Donc, je comprends que ce n'est pas facile, qu'il y a plein de contraintes organisationnelles, mais pour l'apprentissage, c'est rapprocher la pratique de la formation, quoi. C'est ça qui marche. Et puis, des activités de suivi, des débriefings, des activités réflexives, des aides à la tâche ou des procédures. Donc, toutes sortes d'activités qui permettent de rappeler aussi, surtout si vous êtes en transfert éloigné ou en open skills, ce que j'ai utilisé, les difficultés que j'ai rencontrées, les adaptations que j'ai dû faire. C'est sûr que dans le dispositif ici, ça se fait, mais une fois que c'est terminé, ça peut se poursuivre en milieu de travail. La revue avec différentes aides à la tâche pour aider à la prise des décisions puis stimuler la poursuite des efforts, parce que Rome ne s'est pas bâti en un jour et l'anglais en 2 semaines non plus, j'en suis convaincu. Alors, c'est pas parce qu'ils ont fini le cours qu'ils n'ont plus rien à apprendre, quoi. Il faut qu'ils poursuivent en milieu de travail.
Je pense que ça fait à peu près mon tour. Je ne sais pas s'il y a un petit peu de temps pour les questions, on va vérifier ça. Alors, souvent, je dis que le transfert, c'est un travail d'équipe. Il y a les formations. Bien sûr, il y a l'équipe de formation qui est impliquée, mais il y a aussi les gestionnaires. Il y a aussi l'organisation. Mais qu'évidemment, à mon avis, c'est l'apprenant qui demeure le principal outil du développement de ses compétences. Donc, beaucoup d'attention autour de sentiments d'efficacité personnelle, beaucoup d'attention autour de motivation, valeurs perçues, habiletés cognitives. On ne peut pas faire sans, quoi. Voilà, en gros. Et puis ensuite, on va avoir une première table ronde qui va porter exactement sur l'impact de la formation sur le transfert des apprentissages. Donc, on va vous demander en table ronde d'échanger et on essaie de trouver les bonnes pratiques, donc de partager vos expériences, ce que vous vivez dans vos établissements, dans vos installations, au niveau du maintien du transfert des apprentissages, puis de maintien des acquis. Alors, 5 minutes, questions, pause café, table ronde, et ensuite une mise en commun de cette table ronde-là avec Yannick Martin et M. Roussel qui est d'accord à rester sur place pour cette étape-là afin de commenter, ajouter, répondre à des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Moi, oui. J'étais un petit peu mêlée dans mes concepts, mais sur ça, c'est vraiment intéressant ce que vous présentez. Quand ça fait longtemps qu'on est allé à l'université, là. C'est pas moi qui vous ai mêlé, non? Oui, non, vous m'avez démêlé, là. C'est vraiment spécialisé, c'est apprécié. Puis, il y a deux autres concepts. Moi, quand on parle en anglais du achiever, là, qui est axé sur les résultats. Je ne sais même pas si ça a un lien avec ça. J'essayais de... Puis aussi le concept, quand on parle de la personne qui est satisfaite de son accomplissement, là, en français, là, du devoir accompli, le sentiment de devoir accompli. Est-ce que c'est un lien, ça, avec l'efficacité personnelle ou pas du tout? Un devoir accompli, non. Non, ça n'a pas rapport. Hein. Pour ce qui est de la poursuite sur le résultat, en fait, le concept, c'est un concept qui est lié au type de but que l'apprenant poursuit. Tu as ce qu'on appelle des buts de performance, c'est-à-dire que la personne vise à obtenir le niveau nécessaire. Oui. Donc, elle est centrée, par exemple, sur passer son cours, sur avoir la bonne réponse, sur performer suffisamment. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des buts de performance. Et puis, il y a ce qu'on appelle des gens qui ont des buts de maîtrise, c'est-à-dire que des gens pour qui réussir à un niveau minimal n'est pas ce qui est leur principale motivation, c'est vraiment d'apprendre et aller le plus loin possible dans leurs apprentissages, c'est ce qu'on appelle des buts de maîtrise. Généralement, les gens qui ont des buts de maîtrise apprennent plus et transfèrent plus que ceux qui ont des buts de performance. OK. C'est ce qu'on utilise généralement but comme de performance, c'est-tu comme achiever ou c'est... Ben, c'est ça qu'il faut voir la définition d'achiever. But de maîtrise, parce que ça serait plus, je ne sais pas, c'est-tu le fameux gestant? Non. Ça dépend de ce que tu veux dire par achiever. C'est un concept très large. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Vous avez raison. C'est obtenir la réussite là, des objectifs. Là. Ce serait probablement... Ouais, c'est plus de base. Mais maîtrise, ça serait plus dans la rigueur ou... Ben, c'est-à-dire que les gens qui quand ils apprennent quelque chose, veulent simplement aller plus loin, pas seulement atteindre le niveau minimal. Ouais. Donc, ce qu'on appelle des buts de maîtrise. Généralement, ils apprennent plus puis ils transfèrent mieux. Super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui. Bonjour. Ça fonctionne? Oui. François Tousignan du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, François. Félicitations de votre présentation, très intéressant. Vous avez parlé un petit peu du rôle du gestionnaire, qui est un rôle de pivot, puis effectivement, on le constate là, dans nos milieux de travail. Sauf que parfois, comme vous l'avez dit, les gestionnaires sont très occupés. Et nous, on manque souvent d'outils pour amener les gestionnaires aussi à pouvoir jouer leur rôle pivot. J'aimerais peut-être vous entendre sur justement des outils ou des façons de faire qui pourraient nous aider dans notre travail au quotidien pour, dans le fond, aider les gestionnaires à jouer le rôle pivot qui, en ce qui me concerne, est essentiel.
Bien, sur le transfert, il faut envoyer la copie de la conférence à tout le monde, là, donc il peut faire 10 choses. Puis ils sont là. Tu vas en formation, voici pourquoi c'est important pour moi que tu y ailles dans l'équipe, etc. Moi, c'est ce que je m'attends. Parce que, tu sais, dans cette logique-là, si un apprenant s'en va en formation et son gestionnaire n'a pas d'attente, ou que ça lui importe peu, ou que le message reçu, c'est « vas-y bien si ça te tente », bien, c'est sûr que en milieu organisationnel, c'est pas ce qu'il y a de préférable. Donc, ça, c'est important. Et puis, préciser aussi bien, pourquoi cette formation-là plus qu'une autre, pourquoi on te libère pour ça, pourquoi, etc. Mais attention, ça ne se substitue pas à la motivation de l'apprenant. Donc, c'est quoi l'outil? Bien, une rencontre 5 minutes, quoi. C'est 2 minutes d'un bureau. Je ne sais pas comment je peux aller plus loin, quoi. Ma question n'est pas tellement ce que le gestionnaire devrait faire, c'est comment nous, on amène le gestionnaire à le faire. Ça, c'est difficile d'amener des gestionnaires à faire des choses, là. Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. Ils font bien ce qu'ils veulent. D'où ma question. Comme tout le monde, d'ailleurs. C'est difficile d'amener des gens à faire des choses contre leur volonté. Généralement, moi, ça fait bien des années que je fais de la formation avec des managers. Si vous leur donnez un machin simple qui ne prend pas trop de temps, vous avez plus de chances d'y arriver. Prenez 10 actions, expliquez-leur. Faites ça allez dans les réunions, expliquez-leur ce qu'ils ont à faire. Faites ça de façon rapide. C'est, à mon sens, la meilleure façon d'y arriver. Terminer, par exemple. Moi, j'aurais une suggestion. En formation, je ne sais pas, vous avez l'air d'avoir beaucoup d'expérience, là. Moi, ce qui fonctionne ce qui a fonctionné, moi, dans le Grand Nord au niveau de la formation, puis ce qui fonctionne, ce que je vois jusqu'à maintenant à Rimouski, c'est quand la volonté vient de plus haut et que c'est inscrit dans les lois, tout ça, puis on amène des obligations ministérielles, on amène de la loi, on amène aussi le fait que la direction sait ce qu'ils veulent. Surtout quand on a affaire aux cliniciens, les gens sont extrêmement rigoureux. Chez les cliniciens en santé, en majorité, ils vont vouloir participer. Moi, c'est ce que j'ai vécu au Grand Nord et à Rimouski. Je ne vous dis pas que chez vous, c'est la même chose. Mais quand on amène le pourquoi, d'où ça vient, même en cancérologie, ça va être la même chose. Ça vient de la Direction générale du cancer. Voici les recherches scientifiques, etc. Voici ce que ça donne. On a un petit job de vente à faire. Puis des fois, la plupart du temps, ça fonctionne. Je ne vous dirai pas à 100% parce qu'il y en a des fois qui n'ont pas le temps. Il y en a d'autres qui ont d'autres préoccupations, mais ça a fait avancer les projets chez nous. Souvent aussi bon que ma réponse. C'est l'autre chose, généralement, moi, j'essaie, par exemple, d'implanter ça dans des grosses boîtes. C'est la bonne vieille méthode. Tu travailles là où les gens veulent, quoi. Puis tu mises sur l'effet d'entraînement. Donc, allez, vous avez des amis, où les gens y croient, quoi. Le reste, regarde. Vous ne pouvez pas forcer à la place des gens. C'est très difficile. Mon expérience, honnêtement, il y a des gens qui sont prêts à le faire parce qu'ils y croient, des gens qui sont moins prêts à le faire parce qu'ils n'y croient pas, quoi. Moi, 40 ans plus tard, je peux vous dire ça. Fait que travaillons donc avec les gens qui y croient, ça sera toujours mieux ça de fait. OK, merci. Honnêtement. Oui. Je fais un appel à tous, là. Je m'excuse. Pour ceux qui sont en formation, moi, je suis gestionnaire. Puis ma proposition, c'est faites un petit en boîte de 10 minutes, puis immiscez-vous dans nos rencontres. Et n'hésitez pas à nous appeler. On a besoin de vous autres aussi. Vous êtes en appui à ce qu'on fait. Mais des fois, on vous oublie parce qu'on est centré sur d'autres tâches plus urgentes, comme ma collègue clinique qui a souvent des codes d'urgence. Donc, voilà, c'est mon conseil. Immiscez-vous dans nos réunions. Ça peut vous aider. Prenez mes 10 actions, mettez-les sur une page. C'est une demi-page. C'est simple. Vous avez plus de chances qu'elle lise puis qu'elle ne mette pas aux poubelles que si vous donnez un machin de 15 pages, quoi. Alors, merci.